Versailles. On pense tout de suite aux dorures, aux jardins, aux fêtes grandioses. Une image de splendeur absolue. Mais, si on gratte un peu le vernis, on découvre une autre réalité. Une histoire bien plus sombre, faite de sueur, de danger et de sacrifices. Alors ensemble, on va plonger dans les coulisses du plus grand palais du monde pour voir comment, concrètement, on nourrissait 10 000 personnes chaque jour. D'un côté, il y a la scène, le fameux grand couvert. Un spectacle de pouvoir, presque un rituel, où le roi mange devant des centaines de courtisans en silence. Et de l'autre, les coulisses. Un monde souterrain, une véritable fournaise cachée juste sous le luxe. C'est dans ce contraste, ce choc entre les deux, que se cache la véritable histoire de Versailles. Voilà le point de départ de notre enquête. Dans ce château où la nourriture débordait littéralement, elle était à la fois un symbole de statut et, on va le voir, une menace constante. Comment est-ce possible qu'une telle abondance ait pu causer autant de drames? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors on y va, on commence par descendre là où aucun visiteur n'allait jamais, dans les entrailles du château. C'est là que toute une armée invisible s'activait pour que le grand spectacle du pouvoir puisse avoir lieu. Et bienvenue en enfer. Voilà à quoi ressemblaient les cuisines de Versailles. L'air y était quasiment irrespirable. La fumée des foyers ne s'arrêtait jamais. Imaginez l'odeur, un mélange de sueur, de graisse brûlée, de vapeur. Le sol, c'était une vraie patinoire de détritus. Et bien sûr, c'était le paradis pour les rats et les mouches. L'hygiène, telle qu'on la conçoit aujourd'hui, n'existait tout simplement pas. Et au cœur de cette fournaise, qui est-ce qu'on trouve? Des enfants. Beaucoup d'enfants. Les marmitons, les plus jeunes, avaient parfois à peine 12 ans. Et leur journée de travail durait 16 heures. 16 heures à tourner les broches dans la chaleur, à porter des chaudrons bouillants. Ils dormaient sur place pour recommencer avant même le lever du soleil. C'était ça le prix à payer pour survivre. Pour que cette machine incroyable fonctionne, il fallait une organisation. Mais attention, une organisation d'une complexité folle. Il ne faut pas imaginer une équipe soudée. Non, non. Le personnel des cuisines était une sorte de société en miniature, avec ses propres codes, ses propres lois et surtout ses propres guerres internes. L'ensemble s'appelait la bouche du roi, un véritable état dans l'état qui était divisé en 7 offices. Le gobelet pour les boissons, la panetterie pour le pain, la cuisine-bouche qui s'occupait des repas privés du roi, et chacun de ces offices défendait son précaré avec une hargne incroyable. Ces rivalités, elles ajoutaient une pression monumentale à un environnement qui était déjà au bord de l'explosion. Maintenant, passons au contenu des assiettes. À Versailles, la nourriture, ce n'était pas juste une question de plaisir. C'était un champ de bataille invisible où le génie des cuisiniers devait lutter en permanence contre un ennemi absolument redoutable. Voilà le principal symptôme du mal qui rongeait Versailles de l'intérieur. Après les grands festins, les gens tombaient malades. Des douleurs au ventre foudroyantes, des vomissements, des fièvres intenses. Les médecins de l'époque, eux, ils parlaient de miasme, d'air vicié. Ils n'avaient aucune idée de la cause réelle. Bien sûr, à la cour, on pensait tout de suite au poison. Surtout après la fameuse affaire des poisons. La paranoïa était totale. Mais le vrai tueur, il était beaucoup plus simple, plus insidieux. Et il était présent à chaque repas. Le voilà, le coupable. Sans aucune chaîne du froid, sans la moindre notion d'hygiène bactérienne, la nourriture tournait à une vitesse folle. La viande, le poisson, tout devenait dangereux en quelques heures. Les festins de Versailles étaient en réalité des bombes à retardement bactériologique. Les intoxications alimentaires, ce n'était pas des accidents, c'était la norme. Et c'est là que réside tout le paradoxe et tout le génie de Versailles. La grande cuisine française, celle qu'on connaît, elle est née de cette contrainte. Ces sauces incroyablement complexes, ces marinades puissantes, ce n'était pas que pour le goût. C'était des couvertures chimiques pour masquer le goût d'une viande qui n'était plus très fraîche. On a transformé un problème sanitaire majeur en une révolution gastronomique. Et ce témoignage du duc de Saint-Simon résume parfaitement l'absurdité du système. Malgré tout ce faste, les plats devaient voyager sur plus de 400 mètres entre les cuisines et la table du roi. Le résultat? Le monarque le plus puissant d'Europe mangeait froid. Presque tous les jours. C'est quand même fou. Forcément, cette pression constante, cette exigence de perfection absolue a eu des conséquences humaines dramatiques. L'histoire la plus célèbre et la plus tragique, c'est bien sûr celle de François Vatel, le grand maître d'hôtel du prince de Condé. On va suivre le déroulé de cette tragédie. Tout part d'un petit incident, un manque de rôti, qui le met dans un état de stress pas possible. Il passe une nuit blanche, rongé par l'angoisse. Et au petit matin, il ne voit arriver que 2 maigres charrettes de poisson. Pour lui, c'est la fin, le déshonneur total. Épuisé, il ne voit qu'une seule issue. Et l'ironie terrible de l'histoire, c'est que quelques minutes après sa mort, le reste de la livraison de poissons arrive en abondance. C'est le point le plus important.
L'histoire de Vatel, ce n'est pas celle d'un artiste romantique qui meurt pour son art. C'est l'histoire d'un homme qui a été littéralement broyé par un système. Un système où l'échec, même s'il n'est qu'imaginé, signifiait la fin de tout. Vatel était le fusible d'une machine qui ne tolérait aucune imperfection. Alors que reste-t-il aujourd'hui de ce monde de contrastes si violents? Eh bien, un héritage complètement paradoxal, fait à la fois de souffrance et d'une créativité incroyable. L'ironie la plus cruelle, on la trouve peut-être ici, dans le système des restes. Les plats servis au roi et qui n'étaient pas touchés étaient récupérés. Les meilleurs morceaux revenaient aux officiers, qui organisaient un véritable marché noir avec les auberges de Paris. Et pendant ce temps, les marmitons qui avaient passé 16 heures devant les fourneaux, eux, ils survivaient avec des miettes. Voilà comment on peut résumer la fracture sociale de Versailles. L'abondance des uns était bâtie sur la faim des autres. Le roi lui-même souffrait de problèmes digestifs terribles à force de trop manger, pendant que ceux qui le nourrissaient avaient le ventre vide. Et pourtant, de cette fournaise est sorti un héritage qui dure encore. La nécessité à forcer le génie et les techniques inventées pour sauver les apparences sont devenues les bases de notre gastronomie. L'organisation quasi-militaire des cuisines, c'est l'ancêtre de nos brigades modernes. Et la peur des maladies a, sur le très long terme, planté les graines qui ont mené aux découvertes sur l'hygiène. Cette structure de Versailles, où le luxe et le confort d'une élite reposent sur le travail harassant et invisible d'une multitude, ça résonne encore étrangement aujourd'hui, non ? La splendeur a toujours un coût, et elle est rarement payée par ceux qui en profitent. Au fond, cette réalité n'a peut-être pas tant changé que ça.